Bienvenue dans Mémoire de village, un balado en 6 épisodes où on parle des lieux qui nous rassemblent, des gens qui nous habitent et des moments qui ont façonné notre communauté. Caplan, c'est un petit village au cœur de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Et c'est surtout 150 ans d'histoire, de souvenirs et de solidarité. Avec ce balado, on revient ensemble sur le chemin parcouru. Parce que prendre le temps de regarder derrière, c'est souvent la meilleure façon d'aller de l'avant. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du balado Mémoire de village, une série produite dans le cadre du 150e de Caplan. Mon nom est Joanie Robichaud, je suis native d'ici et c'est un honneur pour moi d'animer cette série qui met en lumière les gens, les lieux et les histoires qui ont façonné notre village. Aujourd'hui, on va commencer par un survol de 150 ans d'histoire. C'est un épisode pour se rappeler d'où l'on vient, parce que revisiter le passé, c'est souvent une belle façon de comprendre ce qu'on est devenu, mais surtout de mieux comprendre où on s'en va. Et il s'en est passé des choses en 150 ans. Caplan s'est transformé au fil du temps, mais surtout au fil des événements. Pour en parler, bien sûr, je suis entourée de 3 invités qui apportent chacun à leur façon un regard précieux sur notre histoire. Tout d'abord, M. John Lapointe, président d'honneur du 150e anniversaire de Caplan, qui a certainement connu plusieurs facettes de notre beau village, en plus de contribuer à son développement. Bonjour, M. John. Bonjour. On a Cathy Brière, chargée de projet pour le 150e de Caplan, mais surtout une passionnée d'histoire qui contribue grandement à sa façon à transmettre et préserver l'identité de Caplan. Bonjour, Cathy. Bonjour. Et Camélia Buenos-Pilon, consultante en histoire et patrimoine, qui s'est penchée spécifiquement sur Caplan, notamment en mettant en place un site web historique qu'on peut consulter à l'adresse caplan150.com. Bonjour, Camélia. Allô, Joanie. Allô, tout le monde. Bonjour. Ce balado est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bonaventure dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Bonaventure. On tient à remercier aussi nos commanditeurs majeurs pour le 150e de Caplan, le gouvernement du Canada, la Société de développement commercial et industriel de Caplan et la municipalité de Caplan. Aujourd'hui, pour cet épisode, on est dans un endroit tout particulier pour lancer la série. On est dans un endroit inusité même, si je peux dire, mais un endroit surtout très connu dans la mémoire populaire. On est en plein cœur du Trou des Antoines. J'avoue que je pensais jamais enregistrer un balado ici quand j'étais jeune, mais je trouvais ça vraiment important de revisiter des lieux comme celui-ci, des lieux dits, comme on les appelle. Hein. C'est des lieux qui apparaissent pas nécessairement sur des cartes, mais qui sont malgré tout très utilisés dans la population. C'est le cas du Trou des Antoines, qui tire son nom de la famille qui vivait sur place, soit la famille d'Antoine Bugeaud et ses descendants. Le Trou des Antoines, pour les gens qui sont moins familiers avec Caplan, est situé dans le 3e rang ouest et est surtout connu pour être un immense terrain de glisse. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici au cœur du Trou des Antoines pour cet épisode-là? Bien, moi, personnellement, j'ai juste glissé une fois dans le Trou des Antoines. Mais je n'ai entendu tellement parler, là. Mais je crois que John a l'histoire sur le Trou des Antoines. Toi, tu devais glisser sur des affaires de plastique. Oui, exactement. Nous autres, on glissait dans des anciens hoods de char, on partait d'en haut. On descendait en bas, c'était très bien. Puis c'était un endroit où les gens venaient beaucoup. Puis pour moi, c'est mon épouse. Elle a eu 3 jeunes. Son grand-père et son arrière-grand-père viennent d'ici. C'est ça, Antoine et Arthur. Ça fait qu'on venait visiter de temps en temps. Bien, ces lieux dits, là, de Caplan, ils ont tous été répertoriés d'ailleurs par l'artiste Marie-Claude de Souza dans le cadre de son projet de topoésie. Et c'est possible de visiter le topoésie.com. On fait une petite recherche Caplan, puis on peut en apprendre plus sur le Trou des Antoines, mais aussi sur le Bois-Méo, sur la butte à Niaux, sur la côte à Chiard et plusieurs autres. Donc, dans ce premier épisode d'une série de 6 à propos de Caplan, on va s'intéresser à 3 grandes périodes. D'abord, les 50 premières années du développement, donc de 1875 à 1925. Ensuite, aux années de développement, donc de 1925 à 1975. Et finalement, les années plus de transformation récente, donc de 1975 à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça peut être important de faire un survol comme ça? Bien, en histoire, on a souvent le proverbe suivant, qui est que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je pense que d'effectuer l'étude de l'histoire d'un village, bien, ça nous mène aussi à
toutes sortes de compléments historiques qui débordent du village. C'est-à-dire, dans notre cas, par exemple, pour Kaplan, on ne peut pas s'intéresser à Kaplan sans s'intéresser aux Acadiens, sans s'intéresser, par exemple, à des naufrages de navires qui vont mener, par exemple, à l'établissement de la famille Kavanagh dans la région. Donc, à toutes les fois qu'on étudie un phénomène comme un village, finalement, on se trouve à étudier tellement davantage. Et donc, je trouve ça intéressant c'est ça, pour ça, là, de faire un survol de village. C'est que finalement, notre histoire à nous, elle croise tellement d'autres. C'est un tissu, hein? On n'est pas juste comme une trame ou un seul fil là, debout tout seul. On fait partie d'un grand tissu social qui est influencé par plein d'autres populations, facteurs, événements historiques. Et c'est particulièrement le cas, je pense. Dans le cas de Kaplan, on a eu plein de surprises en effectuant l'histoire, là, en faisant des recherches historiques, en fait, là, sur Kaplan. Puis on peut voir aussi beaucoup le développement au cours des années, comment ça s'est développé. C'est sûr qu'il y a eu des années difficiles, mais on a eu des travailleurs hors pair. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours amélioré d'année en année. Donc, il faudrait dire en cinquantième d'année, si on faisait par 150 ans, ça s'est beaucoup amélioré. Mais les gens ont commencé à travailler très tôt, puis travailler dur. Absolument. Justement, alors, Saint-Charles de Kaplan est entré en vigueur le 1er janvier 1875, bien que 2 générations y étaient déjà installées. C'était qui, ces gens-là? On me regarde. Oui, bien sûr. Les habitants de Kaplan représentent une mosaïque de gens qui étaient déjà installés, notamment des Acadiens à New Richmond et des Acadiens à Bonaventure. Donc ça, c'est comme 75 de la population. Ensuite de ça, c'est un agrégat constitué aussi d'Irlandais, d'Anglais et d'Écossais. Et en cherchant justement la date, je ne sais pas si tu te rappelles d'un moment cocasse qu'on a passé, Cathy, l'année dernière, parce que 1875, c'est la date à laquelle, disons, il y a énormément de municipalités au Québec qui vont s'incorporer officiellement, mais pour la plupart, ils vont prendre des résolutions de conseil en 1874, un an avant, sauf qu'elles vont rentrer en vigueur comme le 1er janvier. Et on a eu un petit moment de peur et on s'est demandé, là, on est-tu un an en retard? Est-ce qu'on célèbre c'est le 150e de Kaplan, mais finalement, c'est le 151e. Donc, la municipalité, comme tu disais, Joanie, donc il y avait déjà 2 générations d'installés. Et en essayant de chercher les premiers habitants, on a découvert toutes sortes de choses intéressantes. Il y a plusieurs documents historiques qui nous aident à reconstituer cette population-là. D'abord, il y a les recensements. Les recensements qui, par contre, montrent Kaplan assez tardivement, là, passé 1866. Là. Donc, des fois, c'est plus ardu de fonctionner par les recensements. On a aussi, les registres paroissiaux qui, eux, vont ouvrir en 1867 pour Kaplan. Avant ça, il y a des gens qui habitent Kaplan. C'est juste qu'ils sont baptisés à Carleton ou dans la paroisse Saint-Ange-Gardien de Cascapédia, notamment. Donc, il faut essayer de retrouver les gens de Kaplan un peu partout. C'est comme je vous dis, il faut comme les rapatrier à nous, parce que c'est pas facile. Donc, c'est ça. Ils se trouvent souvent dans les municipalités voisines et vont acquérir des terres. Puis, il y a un document super intéressant qui s'appelle le Gaspé Land Board. Donc, en 1820, il y a plusieurs personnes, donc, de ce qui est aujourd'hui Kaplan, mais tu sais, qui vont qui proviennent des environs, qui vont pétitionner pour des terres. Ils vont dire, moi, j'aimerais ça avoir le lot 12, là. C'est-tu possible? Des fois, il va y avoir des contre-pétitions, des gens qui vont résister à ça. Mais pour la plupart, là, finalement, on a comme une vague de premiers habitants qu'on peut vraiment retracer archivistiquement. Là. Donc, on a une vingtaine d'individus qui constituent pas mal les familles d'aujourd'hui. Là. Il y a des Lepage, des Poirier, des Robichaud, des Bruyères qui sont les Brières, etc. Mais sinon, une des plus grandes découvertes, c'est clairement l'origine du nom qui nous donne aussi une preuve d'établissement, qu'il soit permanent ou non. Ça témoigne de la présence là, Mi'kmaq, donc une présence autochtone des Premières Nations sur le territoire de Kaplan. Ce qu'évidemment, on peut inférer de partout en Gaspésie. Partout en Gaspésie, les Autochtones, les Mi'kmaq étaient là. Mais pour Kaplan, on a eu une belle surprise dont on va parler, j'imagine, dans les prochaines minutes. Absolument, absolument. En fait, ça fait partie de ce que je trouve qui est intéressant de discuter d'emblée. Pourquoi est-ce que c'est Saint-Charles de Kaplan qui a été donné comme nom? D'où ça vient, Kaplan? Bon, moi, j'adore une bonne énigme.
une bonne colle. Et pour Kaplan, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que, puis en même temps, en histoire, des fois, il n'y a pas juste une réponse. Hein. Souvent, toutes les réponses peuvent être vraies en même temps. C'est juste qu'il y en a une qui tire un petit peu plus vers la vérité. C'est-à-dire que les 3 hypothèses pour le nom de Kaplan que vous connaissez, hein, celles qui sont comme perpétuées de génération en génération, sont Kaplan pour le poisson, le petit poisson qui est le Kaplan. Kaplan comme étant une déformation de Cape Land, peut-être en raison de sa voisine Black Cape, qui est un établissement écossais, hein, qui est aujourd'hui à New Richmond, ou Kaplan pour Jean Kaplan. Mais là, qui est Jean Kaplan? D'où vient cette hypothèse-là? Moi, disons, l'origine de l'hypothèse, d'où est-ce qu'elle origine, je ne le sais pas. Par contre, force est de constater que c'était la rivière à Jean Kaplan, fort probablement. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a différentes mentions, notamment des mentions de baptême. La première est en 1814 de la jeune Esther Bourdage, qui est baptisée à la rivière à Jean Kaplan. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté ici. C'est une rivière, elle est à Jean Kaplan. Et ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne, Jean Kaplan, était propriétaire foncier d'une partie de la rivière, mais plus qu'il est installé et en fait, c'était comme un consensus commun que, ce monsieur-là, Jean Kaplan, s'y établit. On n'en sait pas plus, OK? Je spécule actuellement. Disons, à tous les printemps, il s'établit là pour pêcher ou pour vaquer à des activités diverses. Et j'imagine que ce fut tellement récurrent que c'est devenu sa rivière dans l'usage là, populaire. Puis c'est pas juste un hasard, parce qu'on va le trouver là, dans environ de 6 à 8 documents. Je dis ça parce qu'il y a des documents un peu obscurs et dont une mention en 1992 d'une highway, là, d'une autoroute qui serait l'autoroute Jean Kaplan à Kaplan. Ça, en 92, lors de la rénovation là, du bureau de poste. Pourquoi? C'est un peu bizarre. Il n'y a jamais eu d'autoroute Jean Kaplan, mais c'est pour dire qu'on trouve cette expression-là dans plusieurs documents suffisamment pour nous faire dire, OK, c'est pas juste comme le prêtre qui a indiqué ça parce que les gens qui faisaient baptiser leurs enfants ont dit rivière à Jean Kaplan, mais bien, il y a plusieurs documents qui attestent de ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Les mentions de la rivière à Jean Kaplan dans différents documents se poursuivent au moins jusqu'en 1867. Puis l'expression rivière Kaplan puis rivière Jean Kaplan vont quand même être utilisées de manière concurrente, concomitante plutôt. Donc, qui est ce Jean Kaplan? Là, ça a été la deuxième colle. On ne pourra jamais dire avec certitude parce que on n'a pas de mention d'un document où, disons, Jean Kaplan est le sujet, c'est-à-dire que lui-même se marie à la rivière à Jean Kaplan. J'ai trouvé une quinzaine de Jean Kaplan potentiels qui ont vécu dans les dates extrêmes de mention de documents. Mais sinon, par contre, ça nous fait vraiment une belle histoire à raconter, je pense. Le fait qu'il y ait eu des enfants, dont le petit Sylvestre Ouellette, quelques années plus tard aussi, qui va être baptisé à la rivière à Jean Kaplan, je pense en 1816, là, quelque chose comme 2 ans après Esther Bourdage, ça prouve que c'était vraiment ça, le nom. Puis, quant à l'individu, peut-être que en lançant ces recherches-là là, sur notre site Web, il y a d'autres gens qui vont vouloir poursuivre la chose plus loin. On les invite. L'histoire, c'est ça. On bâtit les uns sur les autres. Puis voilà. Donc, la rivière à Jean Kaplan, ça a vraiment été une belle surprise. Puis en même temps, je pense que c'est un fait un peu connu dans le village. C'est-à-dire que pour vos célébrités, vos célébrations, je pense que c'était pour le 100e de Kaplan. Oui. Bon, il y avait eu une présence là, des Mi'kmaq de Guescapéguiac, je pense. Oui. Donc, tout ça pour dire que, j'ai un dernier fait intéressant à mentionner au niveau de l'établissement, c'est qu'il y a un site archéologique qui est le DADJ, qui retrace, là, qui a trouvé des artefacts de 12 000 ans à 450 ans avant aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un site préhistorique à Kaplan. On ne dira pas exactement il est où parce que pour des raisons de sécurité, mais c'est pour dire que il y a des traces d'établissement, encore une fois, qu'elles soient permanentes ou non, de la présence autochtone, puis ensuite de ça, des Acadiens qui essaiment à partir des villages environnants. Ensuite de ça, les Irlandais puis les Écossais. C'est plaisant de voir que Kaplan, la rivière Jean Kaplan, où on est ici, c'est cette rivière-là qui se jette là-bas. Puis qu'on fait notre bélado ici, c'est de la rivière à Jean Kaplan. La rivière à Jean Kaplan. Ouais. Justement, je me posais la question en arrivant dans le trou d'Antoine. C'était quoi ce cours d'eau-là? J'avais pas réalisé que c'était la rivière la Jean rivière Kaplan qui se jetait
près de la plage, là, pour, Ben oui. pour les gens qui connaissent plus le Kaplan contemporain. Oui. Ben alors, quel meilleur endroit pour faire C'est ce vrai. premier épisode qu'ici, hein? C'est ça. Notre début. Oui, exactement. C'est extrêmement Ouais, intéressant ce vraiment. que tu expliques, Camélia, de voir justement à quel point ça fait longtemps qu'il y a une présence où est situé Kaplan aujourd'hui, le rôle que la présence autochtone a eu lieu aussi et comment ça s'est développé au fil du temps. Quand Kaplan donc a été érigé, on a mentionné tantôt, vous avez eu une petite frousse là, de 1 an par rapport à la Ouais, création de Kaplan. ouais, C'était quoi ouais. l'autre date que vous aviez trouvée? Bien, c'était le 1874 parce que C'est ça. ça rentrait effectif le 1er janvier 1875. Mais tous les papiers sont datés avant 75. Il faut vraiment que tu Mars lire 1874. les documents pour voir que c'est vraiment 75. Mais C'est ça. La résolution Ouais. est prise pour constituer le territoire, tu sais, Exactement. par détachement à partir des municipalités de comté. Puis, tu sais, l'histoire municipale au Québec, c'est un peu ardu, là, parce que souvent, municipalité, pardon, de canton, pas de comté. Souvent, ben, les cantons, puis ça, c'est le gros trouble un petit peu en cherchant des archives de Kaplan, c'est qu'on est comme en sellette, là, entre Hamilton puis New Richmond en termes de canton. Puis souvent, dans les premières divisions de recensement, ben là, faut chercher les noms. Il faut se dire, OK, OK, bon, ben là, on est à peu près à Kaplan. exactement. Parce que la rivière, justement, séparait New Richmond, qui était Cascapédia, je crois, hein, le vrai terme dans le temps. Ben, c'est le canton New Richmond. OK. C'est vraiment le canton New Richmond. Donc, tous ceux qui restent de ce côté-là de la rivière étaient à New Richmond, puis ce côté-là était à Bonaventure. Mhm. Ouais. Intéressant, Ouais. très intéressant à quel point cette rivière-là Ouais. était fondamentale même dans l'identité des villages avant que ce soit Kaplan. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà une église? Est-ce que vous savez s'il y avait déjà une église au moment où Kaplan a été En érigé? 75. Ben, il y avait une chapelle à la rivière parce que on parle de la rivière à Jean Kaplan, mais ça s'est bâti à la rivière. Donc, la rivière était comme le village au départ, Ouais. là. Le centre, La route ouais. Dion, là, la route Dion que les gens connaissent aujourd'hui. C'est là qu'était la gare Il y et avait- oui. l'église, la chapelle et tout ça. Il y avait une C'était le chapelle centre en du village. 1866 que nous, on a tout le temps dit. Mhm, mhm. Euh, C'est qu'en fait, on voit un document qui cède une parcelle de terrain en 66. d'un des ancêtres garants en 1866, mais on ne dit pas encore qu'il y a une Ouais, église. c'est On ça. dit qu'il y a une parcelle. Puis ensuite de ça, il y aurait une chapelle en 1874, ça, on le sait. Puis la première mention, hors de tout doute, d'une église qui n'est pas une chapelle, là, qui est vraiment la construction d'une nouvelle église, c'est en 1880. Puis d'ailleurs, il y a des femmes de Kaplan là, qui vont gérer un grand bazar à ce moment-là. Ça va paraître dans les journaux. Puis ça va être comme un bazar pour récolter des fonds, là, étant donné que, bon, souvent ces églises-là sont construites à même les finances des paroissiens, puis souvent par corvée. Bien, c'est erroné par des femmes, là. Exactement. Je trouve ça fascinant de voir à quel point le cœur du village s'est développé où il y a la rivière Ouais. aujourd'hui, alors que quand on passe à Kaplan, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer nécessairement. Qu'est-ce qu'étaient les activités économiques de l'époque? Là, on comprend qu'il y avait déjà de l'activité, il y avait déjà des familles qui habitaient, il y avait déjà des chapelles. Qu'est-ce qui faisait vivre les gens de Kaplan quand c'est devenu officiellement Saint-Charles-de-Caplan, la municipalité? Bien, c'est sûr que l'agriculture va vraiment être une activité dominante. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kaplan se trouve comme à la jonction de deux grandes traditions économiques. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de pêche à la morue, mais jamais aussi intensivement que dans le coin de Passepébiac en montant, par exemple. Il va y avoir du saumon, mais jamais aussi intensivement que le saumon de la rivière Cascapédia, puis bon, tout ce qui va arriver à les coopératives, notamment de Carleton. Tu sais. Donc, le saumon va comme être plus dominant de ce côté-là. Nous, à Kaplan, on est comme entre les deux. Puis, étant donné qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui s'établissent, on dirait que la tradition agricole est très forte chez les Acadiens. Puis, les Écossais aussi vont être majoritairement agriculteurs là, à Kaplan. Donc, c'est intéressant. On parle, mettons, des McLellan, des familles qui vont être aussi comme à la jonction de Black Cape. Puis je pense que ça, c'est un facteur qui m'a vraiment fait triper de Kaplan. Comment Kaplan est vraiment comme une porte d'entrée et de sortie de différentes traditions. Je dis tradition, c'est pas le bon mot, mais activités économiques dominantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas le cœur, disons, de l'agriculture nécessairement. On n'est pas le cœur de telle chose, mais un petit peu plus tard, on va devenir une capitale textile. Ça, c'est vraiment trippant. Oui.
Mais sinon, on peut dire que les activités sont vraiment quand même diversifiées à Caplan. On fait de l'agriculture, puis il va y avoir des vergers, des arbres fruitiers. Ça, un petit peu plus tard, ça va être remarqué. Il va y avoir même de la culture de tabac, mais je ne veux pas anticiper sur des choses dont on va parler un petit peu plus tard. De lin aussi. Il va y avoir un petit peu de lin qui va être produit. Puis sinon, ben c'est ça, on est de la pêche, mais un peu multi. Hein? On pêche un peu plein de choses à Caplan. On a 3 havres de pêche à partir desquels les gens vont pêcher. Puis on sait qu'il y a de la pêche au hareng. On sait qu'il y a de la pêche vraisemblablement à la truite dans les petits ruisseaux. Donc, à Caplan, on fait comme plein de choses. On n'est pas marqué par une industrie dominante, par exemple, comme ailleurs en Gaspésie, où, par exemple, la compagnie Robin, la compagnie Le Boutier ont des établissements de pêche, puis comme les pêcheurs ramènent leurs poissons, tout ça. Non, à Caplan, il y a tout ça. Ça peut être plus localement. Oui. Les moulins-ci, il y en avait eu plusieurs. Oui. Les moulins-ci, le moulin à carde, le moulin à farine. Tout à fait. C'était des particuliers. Oui, puis c'est très tôt, le moulin à carde aussi. Ouais. Là. On n'est pas, mettons, en 1900. Après ça, les laineries, la lainerie, oui, là, ça, c'est plus contemporain. Mais le moulin à carder, vraisemblablement, est dans les premiers, sinon le premier en Gaspésie. Là, je m'avance là-dessus, mais il faudrait que je vérifie là, officiellement. Mais certainement, un des plus importants, là, les gens allaient porter leur laine dans le village au moulin à carder de M. Garand. Puis M. Garand, en fait, il va avoir 5 garants à la barre là, de ce moulin-là avec le temps. T'sais. Différentes générations, là, des fois, c'est un peu complexe, mais le neveu, bon, c'est la même génération, mais en tout cas, 5 garants. Le plus vieux, c'était M. Timothée Garand, je crois. C'est ça, oui. Donc, diversifié à Caplan, très diversifié. C'est ce que je retiens, que c'était diversifié, justement. Puis, avant de conclure la partie des premières 50 années de Caplan, j'ai envie qu'on discute un petit peu, je trouve que ça s'y prête très bien, des écoles de rang. Parce que là, on est dans le Trou des Antoines, donc on est dans le 3e rang ouest. L'école, l'éducation, à cette époque-là, c'était assurément très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui à une époque plus contemporaine. Il y en avait beaucoup des écoles de rang. Oui, il y en avait beaucoup. On avait une même juste ici, quand vous êtes sorti dans l'autre rue, là, si vous passez par là. Il y avait une école là, puis il y a une école de ce côté ici aussi. Fait qu'il y en avait une de chaque côté de la rivière. Chaque côté de la rivière, à chaque côté du Trou des Antoines, il y avait une école. Oui, il y avait une école. C'était des écoles de la première à la 7e année, dans ce temps-là. C'est dire combien il y avait d'enfants aussi. Oh, Donc, il y en avait 2 par rang. Ouais. C'est que là, il y en avait... Là, une école, c'était pas assez. C'était plein. C'était plein. Oh, il y avait sûrement 25 élèves à petite école. 20-25 élèves. Oui, les témoignages des gens par rapport aux écoles de rang sont super intéressants. Les gens, souvent, se rappellent de leur enseignante. On se rappelle toutes de nos enseignants, c'est sûr et certain. Mais c'était souvent une enseignante pour différents niveaux, ou des fois 2. Puis s'occuper de l'école, puis de l'entretien. Oui, de l'entretien. Bâtiment. C'est ça, souvent, c'était... Puis les élèves étaient encouragés à, Chauffage. par exemple, c'est ça, aller prendre du bois pour le mettre dans le poêle à bois, des choses comme ça. Donc, ben oui, c'est sûr. Puis, dans les documents les plus intéressants à ce niveau-là, on a des rapports d'inspecteurs. Donc, souvent, c'est eux qui nous donnent les descriptions les plus complètes, disons, des premières écoles. Parce que, tu sais, les écoles... disons, lorsqu'on arrive comme à la queue là, des écoles de rang, là, vous vous en rappelez, c'est assez récent. Mais pour ce qui est des premières écoles de rang, c'est souvent les inspecteurs, dont M. Lucier, là, à Maria, qui va faire sa tournée puis qui va faire une série de constats. Ah, l'enseignante est excellente. Ah, OK, l'enseignante a demandé une augmentation de salaire, on lui accorde. Ah, bon, l'état matériel de l'école laisse vraiment à désirer. Donc, il va y avoir, tu sais, 6, 7, 8 écoles là, à Caplan au total. Ah, oui. Donc, puis des fois, elles vont fermer les écoles pour toutes sortes de raisons, dont les maladies. Hein, on a été bien choqués avec la COVID-19, mais... C'est un scénario qui est déjà arrivé dans l'histoire, qui est appelé à se répéter. On fermait les écoles lorsqu'il y avait trop de maladies. Ces choses-là. La scarlatine, la petite vérole, puis toutes sortes de termes aussi, le médicaux de maladies. Donc, les écoles de rang. C'est très intéressant parce que ce que je retiens de ces 50 premières années-là, c'est que c'était très diversifié, non seulement en termes économiques, mais aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas nécessairement oui, il y avait un petit cœur de village, mais on avait plein d'écoles un peu partout. Donc, assurément qu'il y avait comme plein de petites communautés au sein d'une même communauté qui, comme on le voit aussi avec les arrivants, sont des gens de plein d'horizons, de plein de communautés. Fait qu'on sent vraiment cette courte pointe-là à toutes les sphères du développement de Caplan. Tellement. Puis je voulais juste rajouter une petite remarque aussi dans l'étonnement, c'est qu'on parlait tantôt de toponyme, mais
imaginez tous les toponymes qui devaient avoir, qui ont été perdus dans l'usage. Parce qu'avant, il y avait une grande famille qui habitait dans un rang, puis il allait glisser dans des endroits qu'aujourd'hui, on ne va pas glisser. Le fait qu'il y ait tellement de monde aussi, ça faisait en sorte que les familles avaient des surnoms de famille. Donc, toutes ces petites communautés-là, ces courtes pointes-là, ah mon Dieu, j'aimerais tellement ça être un oiseau dans les années 1800, mettons, un écureuil dans les années 1800, pour voir un peu comment ces communautés-là se nommaient elles-mêmes, s'organisaient. C'était juste une petite remarque. Très pertinent. Oui. Bien, après avoir posé, je dirais, les premières pierres, si on peut dire, de son développement, Kaplan est vraiment entré dans une nouvelle ère, celle de son développement. C'est une période marquée par l'arrivée de l'électricité, par la pêche un peu, par l'agriculture, surtout par les commerces locaux, mais surtout par une volonté, je crois, de bâtir quelque chose de durable. Donc, on parle des années 1925 à 1975 environ. L'électrification en Gaspésie, en général, a assurément marqué cette période-là. Ça a été progressif, par contre, son arrivée. Oui. Oui, mais il y a été longtemps qu'on n'avait pas l'électricité. Mais à un moment donné, c'était la coopérative d'électricité de Bonaventure qui était située à Saint-Alziard. Là, les gens pouvaient se brocher, pouvaient s'attacher au réseau. Mais c'était les premières électrifications qu'il y avait, là. Ça, c'était dans les années quoi? Environ 1900... Entre 1920 et 1950. Oui, dans les années 50, là, 40, les années 40, avant la guerre. Là. C'est pas tout le monde qui avait accès. Oui, en exactement. même temps, en fait. Comme les premiers lampadaires, c'est en 1933 qu'ils ont installé les lampadaires au village. Oui. Mais je me demande, dans les rangs, j'ai déjà entendu quelqu'un dire que c'était dans les années 50, je crois, avant que eux aient l'électricité. C'est dur à imaginer. Ben, pas pour nous, là, qui a toujours connu ça un peu. Là. Les frigidaires, moi, ce que je me souviens que ma tante Gabi me disait, c'est qu'à l'hôtel gaspésien, qui est mon oncle Arthur, qui était où ce qui est Toyota aujourd'hui, son frigidaire était... c'était des trous dentaires, là, avant l'électricité. Était où est-ce qu'est la nouvelle hôtel, où est-ce qu'est le Havre... Le café du Havre. C'était là son frigidaire. Fait que quand il faisait à manger au restaurant, fallait qu'il traverse pour aller de l'autre côté dans le frigidaire. Il y a eu la construction des frigidaires dans chaque coin de ta paroisse, là, où tu pouvais louer des casiers, parce que de la viande était gelée. Puis quand tu avais un morceau de viande, tu allais au frigidaire chercher ton morceau de viande, débarrais, apportais ton morceau de viande. Dans ce cas-là, on comprend que l'électrification a réellement changé le quotidien des gens. Là. Il y avait moins de planification nécessaire. Là. On trouve ça difficile d'aller chercher dans l'autre frigo au sous-sol une pinte de lait, puis là, il fallait que tu traverses la rue ou que tu penses à aller plus loin. C'est vrai. Fait que ça a assurément été un moment marquant. Justement, vous l'avez mentionné, là, les frigidaires, il y a l'entrepôt frigorifique aussi qui a marqué l'imaginaire. Puis la neigière, je pense, qui est apparue dans ces époques-là. Qu'est-ce que ça servait concrètement pour nous qui n'avons pas connu ça? La neigière, mais c'est parce qu'ils mettaient de la neige avant qu'elle fonde dans le toit de la bâtisse où il y avait où il faisait le lait, là, où il faisait le... Puis, tu pouvais ouvrir une porte et il installait des grosses portes épaisses là, pour garder le froid à l'intérieur. Puis, on serrait le lait là, qu'on allait passer le lendemain, où le laitier allait passer son lait de porte à porte. Fait que le lait était toujours frais, était toujours bon. C'était un gros frigidaire, c'est ça. Ben oui, mais il y a une particularité aussi à Kaplan, c'est qu'il y en a eu 3 frigidaires. Il y en avait un au Ruisseau-le-Blanc, un vraiment dans le village, puis la neigière. Ou la neigère, hein? Les deux terminologies sont acceptées en passant. Il y a la neigière au quai, là. Qui existe toujours. Oui, qui existe toujours. Mais là, c'était pour conserver le poisson. Là. C'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai fait toutes sortes de découvertes super drôles. Parce que moi, en faisant des recherches historiques, je ris beaucoup. Je trouve ça drôle. Notamment celui de Ruisseau-le-Blanc. Là, dans les années 60, le gouvernement va procédait à une fermeture de plusieurs entrepôts frigorifiques, donc va se réorienter. Celui de Ruisseau-le-Blanc, il était tenu par les Pêcheurs unis, la coopérative de Pêcheurs unis. Et d'ailleurs, il va être reconstruit en 51, là, mais lui, Ruisseau-le-Blanc, c'est 1942. Et dans les années
80, il va y avoir le ministre Garon qui va venir faire sa tournée. Oui, Et là, il va je me voir souviens. que, OK, là, j'ai eu toutes sortes de témoignages qu'il y avait un ours là-dedans. Là, Dans une puis, chambre froide, oui. Ouais. c'est ça, dans la Ouais. chambre froide. Dans le fond, les citoyens avaient commencé à utiliser. C'était déjà depuis des années. C'est juste qu'il n'y avait peut-être pas eu de tournée gouvernementale. Pour voir le- Mais le Exact. ministre Garon, il avait été surpris de voir, OK, dans le fond, il utilise ça comme un grand frigidaire. Puis, disons, sur un plan sanitaire, peut-être que ça ne respectait pas les normes à ce moment-là gouvernementales. Donc, il va commander la fermeture. Et ça a marqué quand même l'imaginaire des citoyens, notamment en ligne là, sur le groupe Facebook. Il y a eu beaucoup de témoignages comme quoi, oui, les gens se rappellent de l'espèce de razzia là, du ministre Garon qui dit, OK, on ferme ça directement là. Et sinon, ben pour ce qui est de celui de Kaplan, là, le frigidaire aurait fermé autour de 1978. Quand même, c'est que ça a duré longtemps dans Oui. l'utilisation des Oui. gens, même après l'arrivée de l'électricité. C'est ce que je trouve très intéressant. À cette époque-là aussi, on a beaucoup de commerces de proximité, de petits commerces, entre autres les magasins généraux, qui, dès le début, mais qui prennent un rôle, qui jouent un rôle quand même important dans le tissu social de Kaplan, si je peux dire. Oui. Ouais, oui. Moi, c'est avant mon temps. C'est pour ça que je regarde Jean. Mais j'ai connu le magasin Gendron pour Oui. ma part, Oui. c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait... c'était de l'achat beaucoup local. Mhm. Il y avait du Dupuis et Frères, du Simpsons, puis du Eaton, là, mais les magasins, dans ce temps-là, c'était contre ça qui travaillaient dur pour pas que les gens aillent là. Maintenant, c'est les achats directs. Mais dans ce temps-là, c'était ça. C'était plus difficile d'avoir de l'équipement rapidement. Il fallait que tu te prépares d'avance. Mhm. Il y avait des coopératives aussi dans Oui, le magasin La oui, Fraternité, oui. qui, à mon sens, est C'était très Peut-être important. le Nous autres aussi, premier, là, il y avait là, J.A. Gendron aussi, il y avait beaucoup Oui, d'équipements. oui, Ouais. tout à fait. Mais ce qui m'avait marqué aussi dans ces années-là, c'est l'importance puis le florissement un peu là, de la vie des coopératives, en fait. Oui. De Ouais. tous les appareils coopératifs qui étaient mis en place. Fait que, tu sais, par exemple, les frigidaires, ben là, pendant un moment, un des deux frigidaires, celui de Kaplan, était géré Oui. par la Fraternité. Oui. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu la meunerie, tu sais, Ouais. la Ouais. linerie, Ouais. toutes sortes de... Ouais. Puis bon, Le la magasin, Fraternité, puis le magasin. Il y a tu sais. même eu un garage aussi qui appartenait à la coop, un garage White Rose. Là. Ah, Puis, oui, c'était... Donc, c'est OK. dire que la vie coopérative, quand on parle de tissu aussi du village, tu sais, de tissu social, mais c'est sûr que quand on peut s'appuyer sur notre coopérative pour Ouais. acheter des semences, tu sais, des fois, c'était des coopératives qui avaient un volet aussi achat, tu sais, achat d'engrais de pêche, de marchandises d'agriculture, puis de semences. Mais les gens étaient habitués à des coopératives, beaucoup à Kaplan, là, toutes sortes. Puis, quand il y avait de quoi qu'ils ne pouvaient pas avoir, puis ils savaient qu'il n'y avait pas de personne, du personnel, des personnes qui pouvaient le faire eux-mêmes, là, mais là, ils s'orientaient vers une coopérative. Ils se réunissaient, puis ils formaient des coopératives. Puis, c'est comme ça, bien des fois, qu'ils pouvaient faire du développement. Mais oui, puis vous allez probablement en parler dans un autre épisode, mais la ferme expérimentale, ça, c'est Ouais. comme un Ah des oui. grands pans de l'histoire de Kaplan, Oui. puis qui a beaucoup aidé aussi Oui. à... Fait beaucoup de recherches beaucoup au de niveau recherches. local, régional, puis même provincial. Là, il y avait beaucoup de recherches. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis on l'a mentionné, bien, vous en parlez en fait, bien, l'agriculture occupe une place importante à Kaplan. On va en parler dans un autre épisode plus en détail, mais quand même, je tiens à mentionner que dans les années 1930, il y avait plus de 200 fermes à Kaplan. C'est pas rien. Donc on comprend que cette solidarité-là est nécessaire aussi parce que la vie à la ferme, c'est pas la vie la plus facile non plus, là. Non. Non, ça, Puis, c'est ça. on n'avait pas le nombre d'animaux qu'il y avait aujourd'hui non plus. Là. Fait pour vivre de ça, il fallait que tu travailles. Les femmes faisaient beaucoup de travail, puis l'homme allait souvent dans le bois pour gagner sa croûte. Mais c'était les femmes qui récupéraient toutes ces affaires-là. Absolument. Ouais. Puis les magasins généraux occupaient, un peu comme les coops, des endroits de socialisation Oui, aussi. Là. Le c'est ça. magasin Gendron, Exactement. là, nommé, c'est le plus connu, Ouais. mais les gens qui étaient à la barre de ces caisses enregistreuses-là savaient tout ce qui se passait dans le village. C'est clair! Ben oui! Puis ces magasins-là étaient aussi, là, on va avoir un épisode sur un matrimoine, fait que je ne vais pas anticiper, mais la plupart de ces magasins-là étaient tenus par des femmes. Tu sais, Oui. souvent, c'était comme une entreprise, disons, commune de la femme et de l'homme, mais tu sais, on va dire... puis après ça, dans l'usage, je trouve,
dans l'évolution dans les années 1900, là, des fois, on va dire chez madame quelque chose, tu sais. Mais sinon, les femmes étaient... souvent, c'était leur premier emploi, c'est d'être commis-vendeuse avant de se marier, en fait. Là, souvent c'est ça qu'elles faisaient. Puis une fois mariée, des fois, elle prenait un peu... les devants, l'initiative de l'entreprise familiale qui était, mettons, le magasin ou le dépanneur ou la petite épicerie, puisque souvent, ces termes-là sont comme... Souvent, le commerce, c'est un peu tout ça, tu sais. Tu peux t'acheter de noyauteurs à olive, puis de l'huile de moteur. Puis... Oui, C'était un magasin général. C'était un magasin général. Exactement. C'était ça. C'était un peu un complément de lieu de rassemblement à l'église, qui était à l'époque aussi très fréquenté, là, qui est moins le cas aujourd'hui. Après la messe, il y avait du monde là. Ouais. Après la messe, il y avait du monde au magasin général pour continuer les discussions, c'est sûr et certain. Là. Surtout quand il faisait pas trop beau sur le perron d'église. Oui, c'est ça. Ouais. Les magasins généraux représentent peut-être les commerces de proximité, si je peux dire, mais il y avait aussi d'autres petites industries qui ont vu le jour. Tu l'as mentionné un peu tantôt, Camélia, mais il y a eu un moulin à cardes, il y avait une linerie, il y a eu une lainerie, il y a eu plusieurs développements économiques à Caplan. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour cette période-là? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à Caplan que je trouve complètement fascinantes. Donc, la vie coopérative, le nombre de catastrophes aussi, je sais que ça va faire partie d'un épisode, l'entrepreneuriat des femmes. Il y a tellement de choses qui sont intéressantes par rapport à Caplan. Et l'une d'entre elles, c'est la surprise que moi j'ai eue de découvrir la longue tradition textile. Donc, le textile aussi représentait un secteur économique, puis vraiment un véritable pan de survie, parce que, comme je disais, tu sais, la carderie, les femmes allaient faire carder leur laine là, puis le fait d'avoir une carderie, ça enlève une grande tâche là, dans l'horaire des femmes. Là. Le fait que ça soit comme mécanisé. Donc, le moulin Garant, là, on sait que la garderie va ouvrir entre 1853 et 79. Puis ensuite de ça, va se terminer avec la grande tempête de 54. Donc, ça va être près de 100 ans, si on veut, là, de cardage de laine. Puis en même temps, il y a eu quand même 2 filatures qui ont ouvert. Puis ça... en tout cas, c'est les seules filatures que moi, j'ai trouvées en Gaspésie. Puis souvent, je dis ça parce que le complément archivistique qui me permet de dire ça, c'est un bottin textile pour le Canada. Puis tu vois, t'en vois pas d'autres en Gaspésie, là. C'est comme les seules filatures. Pareil, la linerie. Il y en a eu probablement dans le Bas-Saint-Laurent, mais en Gaspésie, j'attends de le voir. Je suis pas en train d'affirmer qu'il n'y en a pas eu, mais j'attends de voir un document qui me permet de le dire parce que, à mon sens, à moi, le fait qu'il y a eu toute cette tradition textile-là pour Caplan, ça en fait, je sais pas, au niveau de l'identité, je trouve que c'est très riche. Là. Peut-être qu'un jour, on va réussir à trouver des pièces textiles qui ont été fabriquées par ça serait tellement le fun. C'est un peu dur de dire, hors de tout doute, ce petit blason, petit blazer. Je pense qu'il en faisait pour l'armée. Pour l'armée, la linerie, ça a été un des premiers moteurs là, pour justifier la construction d'une linerie coopérative, c'est de dire, il y a des besoins de toiles en armée, des toiles faites de lin pour l'armée. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle la propagande. Là, ça, c'est quand souvent des ministres de l'Agriculture, le clergé, plein de monde vont comme pousser une activité puis dire au monde, ça serait vraiment le fun que vous cueilliez, que vous récoltiez... le lin, ça serait vraiment trippant parce qu'on aurait des débouchés pour vous. Malheureusement, à la linerie, ça va vraiment être difficile. Il y a à peu près une 8aine, je dirais, là, d'années d'activité. Puis ça va jamais vraiment décoller malgré les années fructueuses de la guerre, dans le fond, de la Deuxième Guerre. Après ça, là, ça va vraiment tomber, notamment par l'essor des fibres synthétiques puis des manufactures dans le centre du Québec, etc., là, qui vont plus faire la rayonne, puis des choses comme ça. Fait que trippant, par exemple, de penser qu'il y a eu de l'initiative comme ça, à la fois, privée, coopérative, puis tenue par des citoyens et citoyennes. Donc, moi, ça, je comprends qu'aujourd'hui, il n'y en a plus, mais moi, je trouve que ça fait vraiment partie de l'ADN de Caplan. Parce que vos familles ont connu ça pareil. Si on pouvait inviter vos ancêtres à la table, sûrement qu'ils diraient qu'ils s'en rappellent. Il y avait une usine de chaussures aussi pour l'armée. Ils faisaient des bottines, des souliers. Comme moi, la fameuse photo de lin, moi, c'est toute ma famille. C'est mon arrière-grand-père. Fait que oui, ils ont connu ça vraiment... C'était quasiment chez vous? Oui. Eux, c'était une famille parmi tant d'autres
qui ramassaient le lin pour cette époque-là. Mais c'est ça, parce que Ouais. s'il y avait une linerie, il y avait assurément des cultures de lin. Là. Ouais. C'est Ouais. une industrie qui générait beaucoup d'emplois à plein d'égards. Puis c'était ça pour Ouais. plein de petites industries à cette époque-là. Encore une fois, on entend beaucoup la diversification, plein de petites choses. C'est vraiment Ouais. ce que je trouve super intéressant puis fascinant avec Kaplan, parce que c'est pas des choses qu'on imagine nécessairement à l'époque où on est aujourd'hui, parce que les temps ont changé, bien évidemment. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées aussi à cette époque. Il y a une ouverture que je veux nommer parce que je pense que ça a marqué le visage culturel un peu de Kaplan, c'est l'ouverture du Petit Bocage en 1957. On va en parler plus en détail dans un autre épisode, mais Kaplan a assurément un côté culturel très fort aussi. Là, on parle de diversification, c'était le cas aussi à l'époque. Il y avait une vraie identité culturelle forte. Là. Les gens aimaient ça, en profiter. Là. C'est certain, à la quantité d'hôtels qu'il y a eu à Kaplan. Oui. Les gens aimaient se rassembler et célébrer. Oui, célébrer. Oui. Mais quoique c'était... ces hôtels-là ont tous ouvert... pas le Petit Bocage parce que c'était dans les années 50, mais si on pense à tous les autres hôtels comme l'Hôtel des Sapins qui était la Maison Kerr, le Gaspésien, c'est tous des bâtiments qui se sont transformés. Manoir Saint-Charles. Manoir Saint-Charles. C'était pour le touriste au tout Exact. départ. Là. Ça développait le tourisme parce que... On avait beaucoup de touristes américains. qui C'est venaient- ça. Comme les années 40, je sais que l'hôtel Oui. Gaspésien, nous, c'était reconnu pour... c'est les Américains, beaucoup d'Américains. Ouais. Même sur les petits chalets qu'on voit en Bois-Rond, Ben dans oui, notre quartier, ils mettaient des... Moi, c'est Josette Génina qui m'avait montré ça, mais j'ai pas vu les noms. J'ai souvent essayé d'agrandir les photos, mais ils mettaient des noms sur les chalets. Il y avait tous les noms comme Champlain. C'était tous des noms historiques pour que les Américains qui venaient apprenaient un peu l'histoire sur... Moi, ce qui me fascine aussi, c'est que quand on voit la publicité de l'époque, c'est très bilingue. Là. Oui. Les publicités se font Oui. beaucoup en anglais aussi, justement dans l'optique Oui. d'attirer les touristes américains. Ouais. Quand le tour de la Gaspésie a été rendu populaire, si ma mémoire est bonne, c'est en 1929 qu'on a été capable de faire le tour de la Gaspésie, ça a amené ce flot de touristes-là qui sont venus aussi pour la pêche dans nos rivières, puis qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de motels comme ça qui ont vu le jour dans ces années-là pour accueillir les gens de l'extérieur. Puis ça s'est transformé parce que tranquillement, pas vite, les gens de la place se sont mis à en profiter aussi. Mais ça fait partie des années de développement de Kaplan, là, c'est ce développement touristique-là, en fait. Oui. Je trouvais drôle quand je faisais un peu de recherche dans les archives, dans les minutes là, des procès-verbaux de la municipalité, puis tout ça, à combien de fois qu'on nommait comme les hôtels n'avaient pas le droit de vendre de la boisson aux personnes de Kaplan, c'était seulement pour les touristes, souvent à certaines époques, là, Alors, oui. quand il y avait comme la... Je voudrais pas nommer la propagande. La prohibition. Oui, c'est ça, excusez, je cherchais. Mais je trouvais ça intéressant de voir que le conseil disait aux propriétaires des bars C'est encadré. c'était une interdiction de vendre à la population seulement qu'aux résidents, Mais, aux touristes. Là. tu sais, je pense que les gens Non, trouvaient mais une ça façon s'organisait. de faire Ça autrement, s'organisait là. très bien. Oui, c'est ça. C'était peut-être pas dans les livres officiels d'histoire, mais il y avait Non, du bootleg exactement. à Kaplan, Ah oui, assurément. ça, là. c'est certain. Ça doit. C'est certain. Ah oui, il y en Je a. connais des gens que quand ils refont les clôtures, c'est pas rare qu'ils trouvent des caisses enterrées là, de vieilles bouteilles. Oui. Encore Surtout dans le coin de la aujourd'hui. rivière. là. Ben, moi, ma mère vient de la rivière, là, les Babins, mais j'entendais ça des fois quand ils refont des clôtures, qu'ils trouvent des vieilles caisses enterrées. Ouais. Intéressant pour la vie culturelle aussi, ces hôtels-là, ces bars-là, parce que là, il y avait des orchestres qui venaient, il y avait oui, des ben groupes de oui. musique de Kaplan aussi, puis des musiciens qui venaient jouer du violon, Ouais. puis... Oui, ça a Ouais. développé beaucoup la musique régionale. Il y avait des orchestres dans toutes les paroisses, il y avait des orchestres là, Oui. Ouais. qui faisaient le tour. Puis ces années-là, si on conclut un peu cette partie-là, j'ai envie de parler d'un dernier petit changement avant qu'on se lance dans les années plus récentes. C'est en 1964 qu'on perd le Saint-Charles II, qu'on garde seulement Kaplan. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu ce changement-là? Bien, ce que moi j'ai entendu et que j'ai lu, je crois que Camillette a trouvé aussi, c'était la poste qui avait... c'était pour enlever les confusions, mais j'ai pas trouvé l'autre Saint-Charles de Kaplan.
Oui, ben en fait, c'est une tendance qui va être remarquée partout au Québec, là, que les noms de paroisses vont souvent être raccourcis un petit peu ou complètement changés pour un nouveau nom. Donc, mais oui, en fait, c'est intéressant parce que les hameaux qu'on peut percevoir dans l'arrière-pays, vous allez sur Google Maps, là, vous allez en voir plein. Là, ici, on est proche de Mousseauville, on est proche de Cire, il y a plusieurs hameaux comme ça. Bien, souvent, c'est des anciennes dénominations de bureaux de poste. Fait que, puis il y en a qui sont encore là, des bureaux de poste de hameaux. Un des seuls exemples auxquels je pense, c'est Black Cape. Le bureau de poste de Black Cape, c'est le bureau... Il est encore là. Ouais. Puis c'est un bureau officiel de Poste Canada. Mais c'est pour dire qu'avant, il y avait jusqu'à 5, 6 chiffres à réviser, là, bureaux de poste tout en même temps à Caplan. Puis c'était des petits bureaux qui étaient tenus par des tenancières de bureaux de poste, souvent, des fois, des femmes. Autant des femmes que des hommes, en fait. Là, il y a vraiment eu les deux. Des fois, c'était concomitant à un magasin général aussi, là, comme le magasin Lepage. Oui, Lepage, oui. Oui, c'est ça, de Thomas Lepage. Puis d'autres fois, c'était vraiment juste un bureau à part entière. Mais voilà, donc des fois, ces noms-là sont comme restés dans l'usage puis ont donné nom soit à un hameau directement ou directement au village. Fait que des fois, c'est comme la paroisse. Des fois, ben c'est ça, c'est avec... le retrait un peu de la sphère religieuse, la Révolution tranquille, aussi, tout ça. Les paroisses, des fois, c'était même des municipalités de paroisses. Là. Il y a eu ça au Québec. Là. Donc, on change ça pour une municipalité érigée civilement. Là. Il y a plus... Parce que souvent, une municipalité était érigée canoniquement et civilement. Les deux en même temps. La religion comme catholique, elle disait, bon, ben ça, c'est une municipalité. Puis là, ben, le civil disait, bon, ben ça, c'est une municipalité. T'sais. Fait que j'ai pas d'explication claire et fixe, mais tout ça, ça peut être vrai tout en même temps, tu sais. Eh bien, c'est fascinant justement parce que je pense que ça marque la transition vers une nouvelle époque. Parce qu'on voit que, comme partout ailleurs, en fait, les choses commencent à changer. Tu sais, les années 70, c'est une décennie de grands bouleversements à l'échelle mondiale et Caplan n'y échappe pas. On parle de transformation majeure, notamment à la fin d'un cycle avec l'industrie de la pêche, la fermeture de quais, mais aussi des transformations positives, une vie communautaire plus forte que jamais. On en parlait, les bars, les motels, des célébrations grandioses aussi pour le 100e de Caplan parce que c'était en 1975 et quand je parle de célébrations grandioses, on se souvient, non, j'étais pas là, mais les gens se souviennent, entre autres, de la visite de Pierre-Éliott Trudeau père, qui était premier ministre du Canada à l'époque. C'est pas rien. Non. John, vous avez connu ces célébrations-là. Comment ça en est arrivé à accueillir le premier ministre du Canada? Bon, on l'a invité, puis... Il a dit oui. Il y avait des élections dans l'année. Oui, puis on a invité le premier ministre du Canada et puis le premier ministre du Québec. Ils sont venus tous les deux. C'est qui le premier ministre du Québec à l'époque? Est-ce que vous vous souvenez? Gérard D. Non, c'est... non. Oh, c'est pas grave, là. Oui, mais ça va venir. Je vous pose une petite colle. Mais ils sont venus tous les deux. Le premier qui est venu, c'est sûr, à l'ouverture, c'était M. Trudeau. Oui, puis ça marque l'imaginaire, là, les photos qu'on voit de lui sur le parvis de l'église avec les habitants de Caplan. J'imagine que ça a fait une grande fierté pour les gens à l'époque. Là. Oui. Tout le monde était fier. Même si c'était pas de son bord, il était impressionnant à parler avec, de serrer la main et tout ça. Les gens... Ils ne regardaient pas le parti dans ce temps-là, beaucoup. Ils la regardaient après, mais dans le temps de la visite, non. C'était beau, c'était bon. Puis les célébrations du 100e, justement, ça s'est fait en grand, là, quand même. Ça s'est fait en très grand. Il y a eu on s'est servi beaucoup aussi de l'église dans ce temps-là pour faire des spectacles. Là. On a eu des chanteurs, des chorales. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de chorales. C'était intéressant, puis les gens adoraient ça. Il y a eu beaucoup de retombées. Puis on avait des orchestres à quasiment tous les soirs, comme cette année, quasiment. Mais les gros, c'était la fin de semaine, c'était bon. C'était très bien. Justement, Cathy, puis on faisait beaucoup d'activités aussi, comme descendre de la rivière Caplan, puis toutes ces choses comme ça. Puis du sport. Il y avait du sport aussi beaucoup. Mais c'était bien plaisant. Mm. Tu le mentionnais, Cathy, les célébrations du 150e ont été grandement inspirées par celles du 100e. Oui, moi, j'ai encore, d'ailleurs, dans mon bureau, là, j'ai une caisse de tous les documents du centenaire, toutes les lettres que M. Barriot a envoyées au premier ministre, la lettre du premier ministre. J'ai toutes les programmations. C'était vraiment, on voulait revenir un peu sur ce qui avait été fait parce que la génération avant nous était vraiment des gens
des organisateurs de festivités. On avait de toutes les sortes. Fait que c'était un peu pour leur rendre hommage, puis pour nous, pour la nostalgie. Mais, puis eux, ils étaient contents de pouvoir s'extérioriser un petit peu, puis montrer aux gens qui tenaient à Caplan, puis que c'était important pour eux. Puis Jean Caplan était au cœur de ces festivités-là. Camélia l'a mentionné un petit peu, mais il y avait vraiment une volonté de mettre ce personnage-là de l'avant. Il y a même quelqu'un qui le personnifiait, non? Hergé Garand. Monsieur Hergé Garand. Mais il y avait eu aussi une soirée là, qu'on avait eu des danseurs de la réserve indienne, là, avec Léonard Jérôme, qui était le chef indien à ce temps-là, je pense. Puis c'était bien. C'était très bien. Avec beaucoup de plumes et tout ça, ça faisait beaucoup de... C'était plaisant. Ça, la communauté autochtone de Guescapéguac avait été impliquée pour souligner leur lien avec le développement du centième. Déjà, à l'époque, quand même, on a juste pu avoir une fois, par exemple. Après ça, c'était des gens réservés beaucoup. Hein. Je trouve ça intéressant parce que le centième de Caplan s'est passé en 1975, mais tout de suite après, l'année d'après, il y a eu quand même des grands changements à Caplan. Notamment, je parle de la route qui a changé d'endroit. Pour les gens qui, comme moi, sont nés après cette période-là, c'est pas quelque chose qu'on est capable d'imaginer du tout, mais de ce que je comprends, c'est que la route passait pas du tout au même endroit au village. Non, ça a été changé à beaucoup d'endroits. Il y a eu beaucoup d'expropriations. Dans ce temps-là, il y avait c'est la route 6, puis il y avait des fossés à chaque côté du chemin. Là, puis c'était pas asphalté non plus. Là. C'était asphalté après ça. C'était le début des grands changements. Même les téléphones, dans ce temps-là, les centrales, c'était les madames qui nous mettaient on pouvait mettre 6 ou 7 sur la ligne, là, tu sais, puis... C'était pas privé comme aujourd'hui. On ne pas tes secrets. Puis le changement de la route, ça s'est fait quand même avec beaucoup de passion, je pense. Oui. Ce que j'ai vu. Puis il y a eu beaucoup de discussions parce qu'il y en a qui étaient expropriés, puis d'autres ne pouvaient pas l'être. Puis il y avait 2 tracés. Il y avait des erreurs, puis il y avait 2 tracés. Ce que j'ai pu voir. Un au nord du chemin de fer, puis un en bas. Puis j'ai vu aussi que la majorité de la population était plus pour le chemin au nord que garder le chemin au sud. C'était pas important. C'était pas important, le gouvernement le voulait au sud. Oui, c'est ça, le gouvernement l'avait au sud. Pour moi, dans ma famille, pour moi, ça a été comme un grand changement à cause qu'ils ont démoli l'hôtel gaspésien pour passer le chemin. Ils ont démoli un paquet d'endroits. Le chemin, oui, c'était vraiment une transformation du village. J'ai l'impression que tout était à proximité, puis que ce viaduc-là a comme... je sais pas, ça a fait moins... Mais ça apportait un grand développement quand même. Oui, non, il y avait du positif, parce que ça faisait passer les touristes plus... Ça apportait plus de facilité pour le voyagement. Oui, puis il y a des commerces qu'on pensait qu'ils allaient fermer plus que ça, là. Puis il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés. Oui, je suis sûre que c'était bon pour le développement, quelque part. Mais comme tout projet, en fait, il y a toujours les 2 revers de la médaille. Oui, exactement. Puis c'est ce qu'on constate justement quand on mentionne que ça soulevait les passions, c'est que quand ça vient toucher à des propriétés, bien, ça devient émotif pour les gens. Puis c'est normal d'avoir autant des gens qui vont être pour un tracé, pour un autre tracé. Dans tous les cas, ça a changé énormément le visage du village, mais ça lui a permis de se développer autrement. Là. C'est ça, en fait, qui arrive dans la majorité des cas quand on fait des gros changements comme ça. J'ai l'impression que cette période-là aussi, il y a eu une montée. C'était toujours très présent, l'esprit communautaire. On en a parlé, il y avait beaucoup de coopératives, mais tu sais, il y a des choses qui ont été mises en place de plus en plus, entre autres avec l'OTJ, qui a joué un grand rôle pour le développement. Si je pense à ce que les gens m'ont raconté de cette période-là, c'était beaucoup d'équipes sportives, beaucoup de plaisirs culturels. On sentait vraiment une vie culturelle, sportive effervescente là, à Caplan. Ça s'est développé beaucoup. Puis les gens étaient impliqués beaucoup. Exactement. C'était pas dur d'avoir des bénévoles. Il s'agit de les demander. Exact. On faisait des activités terribles. On a fait des belles activités. On a construit des belles choses aussi. Le centre sportif, c'est ce que j'allais nommer. Le centre sportif, c'en est une des choses qui a été construite avec énormément d'heures de bénévolat. Juste pour la construction du centre sportif, 5 900 heures de bénévolat. Puis on avait eu une subvention à peu près juste de 100 000 là. On avait travaillé fort. Le centre sportif qui a été construit à la fin des années 1980. Oui.
Ouais. Et qui En porte, 86. en 86, Ouais, et bon, qui porte le nom Jean Lapointe. Oui. Exactement. Ouais, exactement. Puis, en tout cas, tu m'as fait perdre de jeu. Je m'excuse, je voulais pas vous couper. Comment vous êtes senti quand on vous a dit qu'on donnait votre nom au centre sportif? J'ai été grandement surpris. J'ai été grandement surpris. C'était l'inauguration du centre sportif. Puis quand ils ont décidé, quand ils m'ont dit que le conseil municipal voulait mettre ça à mon nom, ben, mettre mon nom comme président d'honneur, c'est moi qui présidais ça. Puis la construction de ça, bien, des bénévoles, on avait des bénévoles, c'était énorme. Juste pour le fun, là, les dames venaient nous faire un lunch le midi, dans l'avant-midi, dans l'après-midi. Puis on était obligés de les séparer parce qu'on avait trop de nourriture, tu sais. Fait qu'on a dit à un groupe, vous venez le matin, l'autre groupe vient l'après-midi. Puis c'était... Puis des bénévoles pour travailler, des hommes qui travaillaient dur, là, c'était beau. Ouais. Mon beau-père, il avait comme 70 ans. Puis il est venu charrier des grosses tôles de 20 pieds de long. À tous les jours, il était là, tous les matins. Puis il travaillait dur, là. Puis, les gars ne venaient pas. Puis les constructeurs de ça, mais c'est encore là, c'est du bénévole. Puis il y en avait un qui était payé, qui était pour la compagnie. Puis ils ont bâti une bâtisse à Matane, qui est le même style que nous autres. Puis c'était croche. Puis il m'a demandé, il dit, je peux-tu prendre 3 de tes hommes, puis les apporter à Matane, puis il dit, une fin de semaine, puis il dit... Okay. Ils ont tout réparé ça, puis ils ont fait un bon bout. Puis nous autres, ben, ils nous avaient dit qu'on ne pourrait pas faire ça, construire la nôtre dans le temps qu'on voulait le faire dans 4 semaines. Puis ils ont dit, les autres, ils ont ri de nous autres un petit peu. Ils nous ont apporté la moitié de l'acier qu'on avait besoin. On a tout posé la moitié, mais elle était rendue à 2 semaines. Puis on pouvait attendre le matériel, puis ça venait de l'Alberta. Ça fait qu'on a attendu une couple de semaines là aussi. Les autres, ils n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu ça, des bénévoles faire ça. Puis je peux te dire qu'elle était bien faite. Là. Mais je pense que c'est une grande fierté, en tout cas, à Caplan, le centre sportif, qui est devenu un lieu de rassemblement assez important. Je trouve ça dommage que ça baisse un petit peu parce qu'il y a moins de personnes, il y a moins d'enfants, il y a moins de jeunes. Ça reste dans les souvenirs. On est bien content d'y aller, mais... Ouais. Ça nous prendrait plus de jeunes. Mais ça fait partie des défis, en fait. Si on continue à parler de 1975 à aujourd'hui, bien, si on parle des plus récentes années, disons les 20-25 dernières années, c'est des défis qu'il y a partout en Gaspésie, mais Caplan n'y échappe pas, des défis de démographie, la population qui diminue, le nombre d'enfants qui diminue aussi, ça reste des défis pour l'ensemble des municipalités. Puis à Caplan, justement, ça se voit par moins d'utilisation de certaines infrastructures municipales, notamment. Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de baseball, puis de balle-molle, puis il y avait du tennis. Puis là, il y a plus de soccer maintenant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de soccer. Mais il faut rester éveillé. Oui. Puis il y a eu aussi des changements au niveau des écoles. On a parlé au début de l'épisode des écoles de rang. Ça s'est transformé. On a vu les écoles de rang fermées pour être centralisées tranquillement, pas vite, plus au village, à l'école qui aujourd'hui s'appelle l'école Cap-Beau-Soleil, qui, moi, quand j'étais jeune, s'appelait l'école Notre-Dame de Fatima. Donc, ça a changé quand même. Les filles allaient là, puis les gars allaient à l'école modèle. Exactement. On n'était pas tous des modèles, mais... Mais ça s'est transformé, justement, où on a centralisé peut-être un peu le développement plus au village, au nouveau cœur de village. Ce nouveau cœur de village-là, comment il s'est déplacé de la rivière à où ce que c'est présentement? Ça s'est fait machinalement. Les gens étaient ouverts à ça. Ils savaient que le développement, ça n'allait pas. Les autres, ils ne pouvaient pas développer beaucoup plus qu'ils développaient là. Puis en allant au village, bien, la rivière Caplan s'est beaucoup impliquée avec le village. Il y a eu des comités, il y a eu du ruisseau Leblanc aussi. Mais la rivière, c'était spécial. Il était plus... des fois, il était plus le village que nous autres. Mais franchement, il y avait des personnes qui... beaucoup impliquées, même dans le conseil municipal. Les maires, c'était plus du côté ouest que du côté est. Mais... Plus d'histoire, j'imagine. Je veux dire, ça oui, plus d'histoire, puis ça les motivait à... Comme quand ils ont développé, même, l'expansion aussi. Au début, tout le monde était près de la rivière, mais ça se développait en s'en allant jusqu'à Saint-Siméon, la route Lepage. Donc, il fallait centraliser à un moment donné ce qui est devenu le village. Mais moi, ce que j'ai lu comme exemple, les beurreries, mais là, on recule dans le temps, mais c'était simplement
pour dire la petite rivalité, ils voulaient ouvrir la Oui. beurrerie au village en développant le village. Ça, c'était... Ouais, ça mais la en était- rivière voulait sa Oui, beurrerie. ils voulaient Fait qu'ils garder la ville. ouais, il y avait 2 beurreries pour un certain temps. Là. Exact, on ne l'a pas Ouais. mentionné, mais Ouais. oui, c'est un très bon exemple. Ouais. Ça devait être comme un petit peu comme quand ils ont changé Ouais. la route pour Oui. ces gens-là. Puis dans ce Ils temps-là, se la développaient. coopérative, oui, ils faisaient beaucoup de charcuterie et ces choses-là. Là. Ils vendaient le viande jusqu'à Gaspé. Puis c'était bien, c'était très bien. On avait une boucherie et tout ça, puis ça se développait beaucoup. C'est dommage que ça avait fermé parce que c'était la MAPAC qui nous avait fermé dans le temps. Parce qu'on n'avait pas on n'était pas tous les outils qu'on avait besoin. Puis, fait que là, les abattoirs, ben, ils ont tout géré ça par Amkoui. Puis, ils ont tout coupé. Fait que ça a dérangé un petit peu, mais ça allait bien, la coop. Là. Il avait livré jusqu'à Gaspé, à Rivière-au-Nord. On a survolé plusieurs choses aujourd'hui, puis même si on a déjà passé cette période-là, je veux quand même revenir sur les premières années de développement parce qu'on a parlé du train, mais assurément que le train qui a dépassé Caplan pour se rendre jusqu'à New Carlisle, ça a joué aussi sur le développement. Là, on parlait du ruisseau Oui. un peu. Là. C'est certain. Oui. Parce que le premier train est arrivé à Caplan en 1894. Mais encore là, c'était toujours à la rivière dans Exact, ce temps-là, c'est ça. parce que la gare était Où sur il y a la la route route Dion. Dion. Ouais, c'est là que les trains tournaient de bord. Oui, c'est ça. Il y avait une plateforme parce que c'était le terminus. Il y avait une plateforme où est-ce qu'il embarquait le train, puis il tournait de bord avec un bœuf. Il y avait un hangar pour garder le train la nuit aussi. Puis ça a été en 1897, avant qu'il fallait faire le tracel au ruisseau Leblanc, pour que le train puisse continuer jusqu'à New Carlisle. Je pense que c'était en 1900 que le premier train s'est rendu à New Carlisle. Mais il y a toute une histoire aussi à partir de... Il y avait des... il y avait comme obligation d'apporter le train avant telle année. Puis je sais que dans l'histoire de Maria, on voit le bout de ligne, là, Ouais. qu'ils ont fini par prendre un bateau pour apporter la locomotive pour répondre à ce À qui l'obligation. s'était engagé. Oui, exactement. Mais Caplan, eux, c'est ça, le terminus, c'était pour le tracel, tant qu'à moi, là, pour qu'ils puissent continuer Ouais. jusqu'à New Carlisle. C'est intéressant aussi à quel point ces changements-là dictent un peu les différentes phases de développement, dans le sens que Rivière-Caplan devait assurément se développer si c'est là que le train arrivait et s'arrêtait. Alors, quand les nouvelles technologies arrivent, ben ça vient changer le visage du village de plein de façons. Puis avant le diesel, mais les locomotives, c'était au charbon. C'était toute une fumée noire. Je ne sais pas exactement en quelle année, par contre, qu'ils ont déménagé la gare au village. Mais comme ils l'ont pas déménagé, mais ils ont déménagé la gare de la Rivière est devenue la gare à New Richmond. Quand on monte à New Richmond, près du centre commercial, on peut voir la grosse photo ancienne noir et blanc, mais c'est la gare de New Richmond, mais anciennement de Caplan. Puis à ce moment-là, ils ont construit la nouvelle gare qui est sur la route des... Qui était sur la route des Érables. Exactement. Moi, c'est la route de la station Oui. pour moi. La route des enfants, c'est pour tout le monde, mais son vrai nom, c'est la route des Érables, Ouais. qui, là, aujourd'hui, a été détruite dans les années 2000, là, Ouais. cette gare-là. Puis la fin du train aussi, je pense en 2012-2013 que le train a arrêté. C'est sûr qu'au niveau des débouchés commerciaux, ça a aussi affecté entre autres Caplan, là, dont la meunerie qui a existé pendant vraiment longtemps, qui faisait comme de la moulange, la moulée pour les animaux, qui expédiait ça par train. Oui. Et il y a un article de journal qui en parle justement là, du propriétaire de la meunerie à ce moment-là qui dit, Oui. on va voir qu'est-ce qui est possible. Il y avait du transport de bois aussi. Mhm. Oui, Ouais, c'est ça. Absolument. Ouais. Ça a quand même affecté. Ah oui, ça a affecté. Là, ben, on va revenir comme on était. Là. On avait de l'avoir. Ouais, là. La route Ça s'en vient. La route Ça s'en vient. On vient de faire un long voyage à travers 150 ans d'histoire. 3 grandes périodes, 3 époques bien différentes, mais avec un fil conducteur quand même, hein, une résilience, puis un esprit de communauté, une diversité aussi. Camélia Bueno-Sado-Pilon, Cathy Brière, John Lapointe, un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir. Un grand plaisir pour nous aussi. Merci à vous, puis Oui. merci d'avoir facilité, d'avoir organisé ce magnifique épisode avec nous.
Comme on le disait d'emblée, c'est un survol, parce que 150 ans d'histoire, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on a mentionné dans cet épisode. C'est sûr qu'on a oublié 1000 affaires. C'est pourquoi on vous a préparé 5 autres épisodes thématiques. Donc, dans les prochains épisodes, on va parler spécifiquement de la vie culturelle et communautaire, de l'entrepreneuriat, de la vie sportive, des catastrophes qui ont frappé Caplan. Et on va terminer la série de balados avec un épisode sur le matrimoine, c'est-à-dire le rôle des femmes dans le développement de Caplan. Avant de terminer cet épisode, je tiens à remercier les partenaires platines du 150e de Caplan, Rail GD, Desjardins Caisse de la Baie des Chaleurs, l'OTJ de Caplan et Toyota Baie des Chaleurs. Merci aussi à nos partenaires or, Arsenault Services d'enseigne, Molson, Caplan Mécanique Sport et Radio CHNC. À vous qui avez été à l'écoute, merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Mémoire de village. Dis-moi, John,